Et si je vous disais que j'avais un super pouvoir, celui de vous influencer? Vous en rendez peut-être pas compte, mais ce pouvoir est incroyable. Si vous voulez convaincre quelqu'un d'adhérer à votre parti idéologique, c'est possible. Si vous voulez convaincre quelqu'un d'acheter votre produit, c'est aussi possible. Vous pouvez vous dire que ce n'est qu'une fiction, mais c'est réellement le cas. Des chercheurs se sont même posé la question et ont tenté de répondre à cette problématique. Tout d'abord, rappelons un principe essentiel de l'être humain, notre besoin d'appartenance à une tribu. Dans le livre de Sapiens, Yuval Nahari rappelle qu'un homme, une femme, a un besoin d'appartenir à une tribu qui est environ composée de 112 membres. En tout cas, c'était le cas pour nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais ce phénomène est ancré en nous. On a toujours besoin d'appartenir à une société et à un groupe, une tribu, et du coup, on se met à faire des concessions pour éviter de se faire rejeter. C'est pour ça que des fois, on est amené à faire des choix qui sont contraires à notre pensée, mais on va le faire quand même pour survivre. Mais aujourd'hui, ce n'est plus de la survie. Mais on a quand même ces choix qui sont ancrés. Ce sont des biais cognitifs. Et en fait, c'est pour cela, et c'est grâce à ça, qu'aujourd'hui, on peut être influencé et on va détailler ça juste après. Pour vous remettre en contexte, les études qui s'intéressent à l'influence que l'on peut avoir envers autrui remontent à la Seconde Guerre mondiale. Comment des personnes pouvaient n'avoir qu'un objectif en tête, tuer d'autres personnes. De nombreuses expériences ont tenté de répondre à cette question. La première expérience fut celle de Milgram. Alors cette expérience, elle était un peu particulière. On demandait à un individu de répondre à des questions, sachant que dans un premier temps, il lui était demandé de répondre à ces questions individuellement, en face à face, et puis sous l'effet d'un groupe. Donc dans le second cas, il était entouré d'un groupe de complices, c'est-à-dire des gens qui étaient avec les chercheurs. On posait des questions bateaux, dans le second cas, à l'individu. Par exemple, combien font 2 plus 2? Est-ce que la Terre est ronde? Est-ce que la Terre est plate? Ce qui était intéressant, c'est que l'individu, lorsqu'il était seul à face avec l'interlocuteur, le chercheur, il répondait de manière normale et logique. Par contre, lorsqu'il était sous l'effet d'un groupe, il pouvait se mettre à répondre de manière complètement opposée à ce qui était initialement demandé. Par exemple, si on pouvait lui demander est-ce que la Terre est plate, justement, si tout le monde disait oui, alors l'individu allait répondre que oui, lui aussi pensait que la Terre est plate. C'est-à-dire que pour éviter de se faire rejeter du groupe, il a dit oui alors qu'il savait au fond de lui que c'était non. Et en fait, c'était pareil pour toutes les autres questions. Donc en fait, petit à petit, on se rend compte que l'influence d'autrui a quand même un impact sur nous. Mais on va développer ça plus en détail juste après. La deuxième expérience vient de Karl Hoppe. Lorsqu'il y a eu la chute du mur de Berlin avec la frontière américo-soviétique, beaucoup d'Allemands ont protesté. Ce n'étaient pas tous les Allemands. Par contre, il y en avait de tous les coins de l'Allemagne qui sont venus protester, mais ce n'étaient pas tous les Allemands. Alors il se demandait pourquoi, en vue d'un événement aussi important que la chute du mur de Berlin, pourquoi tous les Allemands n'avaient pas protesté. Donc il est allé avec sa petite voiture, aller dans les campagnes, et il est allé demander aux gens pourquoi ils ne sont pas allés protester. Il a donc demandé aux gens qu'il allait interviewer si ils étaient contre la chute du mur de Berlin dans un premier temps, et enfin dans un second temps, s'ils disaient que oui, pourquoi ils ne sont pas allés protester. Et il s'est rendu compte que l'élément déclencheur du fait de la protestation envers la chute du mur de Berlin, ce n'était pas leur envie que le mur tombe, mais plutôt leurs réseaux sociaux. Est-ce que leurs amis, leurs liens proches, avaient tendance à aller protester ou pas? Ça a donc été le début d'une longue série d'études qui ont cherché à comprendre comment le groupe avait un impact sur nous en tant qu'individus. Il y a eu aussi de nombreux autres exemples qui ont prouvé ce genre de phénomène. Par exemple, souvenez-vous lorsque Rosa Parks, en 1955, s'est fait arrêter lorsque elle boycottait sa place dans un bus aux États-Unis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Rosa Parks. Mais par le passé, il y a eu de nombreuses autres personnes qui ont fait la même chose qu'elle. Mais pourquoi ce n'est uniquement Rosa Parks qu'on se souvient? De même, lorsqu'il y a eu le mouvement Black Lives Matter, on ne se souvient que de la mort de George Floyd. Mais en réalité, il y a eu 8 autres morts avant. Pourquoi ce n'est que lui dont on se souvient? Pourquoi ce n'est qu'à partir de lui que les événements ont commencé à changer? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout éclate et tout démarre? Avant de nous plonger dans le vif du sujet, il est important pour moi de vous expliquer la différence entre un lien fort et un lien faible. Un lien fort, c'est un lien où les personnes se connaissent depuis longtemps, ils ont développé une vraie et une réelle connexion. On n'a pas forcément de lien fort avec tout le monde, mais pour vous donner un exemple, c'est la famille, c'est les amis d'enfance, c'est exactement les 112 personnes
que décrivait Yuval Noah Harari, c'est les personnes dont on connaît les ragots, pour donner un peu plus de détails. Par contre, un lien faible, à l'inverse, c'est quelqu'un dont on connaît de vue. Par exemple, dans les métros, voilà, on a vu quelqu'un dans le métro, c'est un lien faible. Pendant des années, on a pensé que l'explosion de ce genre d'événements comme Black Lives Matter, le boycott des bus ou encore MeToo avait pour source les liens faibles. C'est-à-dire qu'on en entendait parler dans le métro et c'était un peu comme une maladie. C'est-à-dire qu'on allait dans le métro et on se partage les maladies comme on se partage les rumeurs et donc notre envie de protester. Mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est par les liens forts. Et c'est donc comme ça qu'on a établi la différence entre les liens faibles et les liens forts, et notamment les ponts qu'il y a entre les ponts de connexion. On a défini deux types de ponts, les ponts larges et les ponts serrés. Les ponts larges, ça correspond en fait à un groupe de personnes qui sont reliées uniquement à un autre groupe de personnes par l'intermédiaire d'une et unique personne. Tandis qu'un pont large, c'est un groupe de personnes et un autre groupe de personnes qui sont reliés, quant à eux, par de multiples intermédiaires. Comme on peut le voir à l'écran, le schéma 1 correspond au pont serré et le schéma 2 au pont large. À partir de ça, les chercheurs ont commencé à comprendre comment se propager les rumeurs, comment se propager les informations et comment faire pour que chacun soit sous l'influence d'une et unique personne. On va donc mieux comprendre l'expérience suivante. Donc c'est toujours Milgram, peu après la première expérience qu'il a faite sur l'autorité, il s'est demandé à quel point le monde était connecté. L'expérience était la suivante. Il a demandé à un groupe de gens d'envoyer une lettre à une unique personne. Cependant, la lettre ne pouvait être envoyée qu'à partir de personnes que vous connaissez. Donc si tu connais une personne qui habite en Floride, et que tu penses connaître la personne finale, tu vas lui dire « Ok, est-ce que tu peux retransmettre cette lettre à cet intermédiaire-là ?» Mais si tu ne le connais pas, est-ce que tu peux l'envoyer à quelqu'un qui pourrait potentiellement le connaître? À partir de ça, ils ont constaté qu'au maximum, on pouvait avoir 10 connexions, mais de manière générale et vraiment en moyenne, il y en avait qui c'était moins, il y en avait d'autres c'était plus, mais en moyenne, on était à 6 connexions de n'importe qui. Alors l'expérience, elle datait déjà des années 1970, mais avec l'arrivée de Facebook et des autres réseaux sociaux, on a vraiment pu démocratiser et avoir un résultat final sur ces 6 connexions, et c'est effectivement le cas. C'est plus 7, mais maintenant c'est 6, et c'est vraiment le cas. On est vraiment à 6 connexions de n'importe qui. Donc maintenant qu'on comprend que le monde est connecté, est-ce que par exemple les influenceurs, les personnes qui communiquent à travers de liens faibles, finalement, est-ce qu'ils sont vraiment influents? En fait, ce n'est pas le cas. Les influenceurs ne sont pas du tout efficaces. C'est-à-dire que les entreprises payent les influenceurs, mais ce n'est vraiment pas la meilleure manière de convaincre les gens d'acheter leurs produits. Et c'est ce qu'on va voir juste après. En fait, ce n'est pas le nombre de connexions qui compte, mais plutôt le fonctionnement interne des connexions qui va avoir un impact sur l'achat ou non d'un produit. Et quand je dis fonctionnement interne, est-ce que ça va être un lien fort? Est-ce que ça va être un lien faible? Est-ce que ça va être un pont étroit ou un pont large? En fait, ce n'est pas le nombre de connexions qui compte, mais plutôt le fonctionnement interne de la connexion. Si c'est un lien faible ou un lien fort. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la crise que les États-Unis ont vécue lorsqu'il y avait des tempêtes de sable et que les patates n'arrivaient plus à pousser. Pendant des années, des chercheurs ont élaboré une nouvelle pomme de terre qui résiste mieux à l'humidité, qui résiste mieux aux variations de température. Sauf que lorsqu'ils ont commencé à déployer cette nouvelle pomme de terre, tous les paysans étaient réticents à l'idée d'adopter cette nouvelle technologie en disant nous, on a toujours fonctionné comme ça, nous on n'en veut pas, nous ça va jamais fonctionner. Et donc pendant des années, les bilans n'étaient vraiment pas là et les paysans continuaient à ne pas beaucoup produire par rapport à ce qu'ils pouvaient produire. Dans un premier temps, les chercheurs ont donné ces germes à différents paysans un peu de manière aléatoire. Donc ça pouvait être des gens dans n'importe quelle région des États-Unis, mais ils n'étaient pas du tout connectés. Bilan, il n'y a eu aucune personne qui a adhéré à cette nouvelle pomme de terre. Dans un second temps, ils ont demandé non pas à des individus choisis aléatoirement, mais à des individus appartenant déjà à un groupe. Et ils se sont rendus compte qu'à partir de ce moment, ça a été l'explosion. Tout le monde a commencé à adhérer. Ils ont bien vu qu'en fait, si le groupe était connecté à un autre groupe par l'intermédiaire d'un pont étroit, l'idée ne passe pas. Par contre, si le groupe est connecté à travers un autre groupe par un pont large, là, il y avait beaucoup plus de chances que l'idée de la pomme de terre se transmette. Et c'est comme ça qu'aux États-Unis, cette nouvelle variété de pommes de terre a vu le jour et s'est répandue, mais vraiment
de manière exponentielle et très très vite. Mais ce genre d'histoire, en fait, c'est qu'une histoire lambda parmi tant d'autres. L'histoire de la contraception des femmes dans le monde. Pendant de longues années, les femmes étaient réticentes à l'idée de se protéger lors de rapports sexuels. Il a fallu, par exemple au Kenya, que le gouvernement incite certains groupes de personnes à utiliser des méthodes contraceptives et non pas de les prendre au hasard. Maintenant que je vous ai parlé de ça, on peut se demander alors, mais à partir de quel moment les gens vont commencer à adhérer à un parti, à une nouvelle variété de pommes de terre, à une méthode contraceptive ou acheter un produit. Maintenant que je vous ai parlé de tout ça, on peut se demander, mais à partir de quand, de combien de personnes, les gens vont commencer à adhérer à une idéologie, à adhérer à un produit, à acheter le produit. Pour ça, ils ont réalisé une expérience. Ils ont pris, on va dire, 1000 personnes, pour simplifier la chose, et ils ont demandé à ces 1000 personnes donc d'avoir un face-à-face avec une personne complètement aléatoire. Donc chacun en même temps avait une sorte de date avec un autre. Les interactions duraient 10 secondes. Lors de l'interaction, il leur était demandé de dire un prénom en même temps. Si, au bout de 15 interactions avec à chaque fois des nouveaux étrangers, ils disaient tous le même prénom, alors il y avait de l'argent à gagner. C'est comme ça d'ailleurs que les gens ont voulu participer, parce que sinon, de manière générale, les études comme ça, les gens, ça les intéresse pas du tout. Si au bout de 15 interactions, les 1000 personnes trouvaient le prénom, chacun gagnait 5 euros, on va dire. Et donc, dans un premier temps, ils ont constaté comment ça se passait. Il y avait certaines personnes qui avaient la stratégie de garder toujours le même prénom, ça marchait pas trop. Et puis, petit à petit, il y avait des personnes qui trouvaient un prénom commun. Et si à partir de ce moment-là, ils commençaient à répéter leur prénom, et le même prénom avec lequel ils avaient eu un prénom commun, là, ça allait commencer à se propager de plus en plus. Ils répétaient tout le temps, par exemple, le mot Léa, 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 Léa. Et c'est comme ça que petit à petit, les gens ont commencé à utiliser le mot Léa. Ça, ce n'est pas très intéressant en soi. Par contre, ce qui était beaucoup plus intéressant, c'est qu'ils ont pris des cobayes. Dans ces cobayes, ils ont demandé d'imposer un prénom. C'est-à-dire, les gens, ils allaient employer le prénom Marguerite, et eux, ils allaient forcément utiliser Anaïs. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modulé le nombre de cobayes. C'est-à-dire que, par exemple, pour 1000 personnes, ils allaient prendre 240, 241, 280, 295, etc. Et petit à petit, ils ont donc regardé à la fin si le prénom qu'ils avaient initialement donné à leur cobaye était adopté par l'ensemble de la communauté. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé un chiffre, et un unique chiffre, 25%. S'il y a 25% des gens dans votre groupe qui adhèrent à une idée, à un parti, vous allez être vous aussi incité à avoir les mêmes opinions qu'elles sur le produit, sur la nouvelle idée, et commencer à vouloir aussi vous y mettre à votre tour. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est 25%. C'est-à-dire que si vous avez 1000 amis, il faudra qu'il y ait 250 personnes. Mais par contre, si vous avez 20 amis, il faudra qu'il y ait uniquement 5 personnes environ. Mais même pour aller plus en détail, ils se sont rendus compte que ce n'est pas forcément 5 personnes de vos amis proches, mais 5 personnes avec qui vous avez des similarités. Je prends un exemple concret. Par exemple, vous êtes étudiant ou vous travaillez dans une entreprise, et parmi vos amis avec qui vous faites vos devoirs ou avec qui vous travaillez, il y en a 25% qui commencent à adopter une nouvelle méthode de travail sur tel problème. Par exemple, ils vont utiliser cette nouvelle technique, ce nouvel outil pour répondre aux questions plus vite. Et bien, vous aussi, vous allez vous y mettre, mais très rapidement. C'est en fait ce qui compte, c'est les similarités. Et ils ont reproduit ce genre d'expérience avec des docteurs hommes qui recommandaient à des femmes de faire du sport. Ils disaient, vous savez, moi j'ai été gros par le passé, j'ai tout donné, j'ai arrêté et je me suis mis au sport. En fait, ils ont constaté que ça ne marchait pas. Par contre, si c'était une femme docteur qui, elle, était en surpoids et qui avait d'autres amis à elle que la cliente connaissait et qui avait aussi perdu du poids, là, ça allait beaucoup plus vite et la personne commençait à réellement faire du sport. C'est-à-dire que on est réellement influencé par notre entourage proche et nos amis. Maintenant qu'on a vu tout ça, on peut se dire, mais oui, mais il y aura toujours des personnes hyper résistantes à l'idée d'acheter un produit, ou les personnes hyper résistantes et réticentes à l'idée de changer d'idéologie. Non, mais ça, les gens ne s'en rendent pas compte, mais changer d'idéologie, c'est quelque chose de très compliqué, hein. On est fermement ancré dans nos positions. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si on est au sein d'un groupe d'amis qui pensent tous la même chose, c'est à 25% d'entre eux qui commencent à changer d'avis, ça va être la même chose pour nous. On va avoir tendance petit à petit à changer d'avis pour suivre le groupe. Et c'est incroyable de savoir qu'on fonctionne comme ça au plus profond de nous-mêmes. Et maintenant qu'on a vu tout ça, il est intéressant quand même de s'intéresser plus particulièrement à Twitter, Google Glass. Comment ça se fait que ces innovations qui sont toutes les deux différentes, il y en a une qu'on n'en a plus jamais entendu parler, les Google Glass. Par contre, Twitter, à l'inverse,
Aujourd'hui, tout le monde utilise Twitter. Bon, même si avec ce qui s'est passé avec Elon Musk, c'est plus forcément le cas. Quand on regarde des Google Glass, tout le monde en parlait. Enfin, Google avait mis le paquet sur la publicité pour vendre ses Google Glass. Tout le monde avait entendu que ça allait être une nouveauté incroyable, que ça allait changer la vie. Mais c'est pareil pour Meta, hein, d'ailleurs, hein. Tout le monde a entendu parler de Meta et pourtant ça a fait un flop. À l'inverse, Twitter, comment ça s'est développé? Déjà, c'était dans les années 2005. Personne n'en a vraiment entendu parler. Et aux États-Unis, à une région précise, se produit un tremblement de terre. Les gens ont utilisé Twitter pour savoir si les autres personnes étaient sains et saufs de ce tremblement de terre. Et petit à petit, les gens ont commencé à aimer les réseaux sociaux et à le partager. Mais ça s'est fait très lentement. On avait quand même un groupe de personnes qui ont adhéré à Twitter. Et c'est comme ça que ça s'est partagé. Mais pourquoi alors Google Glass ou Meta, actuellement, ça a fait des flops? Quand on regarde en détail, tout le monde parlait de Meta, mais personne réellement n'a adhéré à Meta dans un groupe finalement. Il y a pas de petits groupes qui ont adhéré à Meta. Ça s'est fait, il y avait beaucoup plus de réticence. Les gens étaient en mode non mais c'est de la technologie, ça va devenir quoi le monde bientôt, etc. Par contre, si Facebook avait eu l'idée d'influencer des personnes au sein de groupes, là ça aurait tout changé. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on comprend donc mieux pourquoi certains produits ont fait des flops et d'autres non. En bref, on comprend donc que les réseaux ont un impact significatif et nous influent de manière complètement inconsciente. Mais maintenant, on vit dans une société où ce n'est plus forcément des réseaux à proprement parler, dans le sens où on discute avec notre voisin. Maintenant, on est dans un monde digital et donc il est beaucoup plus facile pour nous, humains, et surtout data scientists, d'observer comment ça se propage à travers le monde. Avant, on pouvait le faire que dans un environnement et par tâtonnement dans notre contrée voisine, mais aujourd'hui, on peut le voir dans tout le monde. Et il y a eu deux chercheurs, Sparg et Hoos, qui ont développé un modèle pour prédire la propagation de mèmes sur Twitter. Ce qu'ils ont conclu, pour le coup, c'est que ce n'est pas les liens forts qui vont faire que les mèmes vont se propager, mais les liens faibles. Et maintenant, à partir de ça, on comprend mieux donc comment tout ça se développe et comment en fait. Les rumeurs, les petits trucs, les vidéos virales, les actualités du jour, elles vont se propager via des liens faibles. Comme si c'était une maladie ou une explosion, une dynamite. Ça part dans tous les sens. Par contre, lorsque c'est une technologie, il peut y avoir de la réticence, des gens qui sont contre. Et là, à ce niveau-là, il faut que les connexions soient fortes et que ça se produise en même temps. Et c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs pour Rosa Parks et Black Lives Matter. Les gens ont commencé, parce que Black Lives Matter, hein, je dis bien, ça fait 7 ans que ça existe, ce phénomène, et pourtant, ce qui a fait que ça a marché par rapport à d'autres mouvements qui n'ont jamais vu le jour, c'est qu'en même temps, au sein du groupe Black Lives Matter, de nombreux activistes se sont coordonnés en même temps et ont partagé exactement les mêmes choses. C'est donc comme ça que la trend Black Lives Matter a vu le jour. Il a fallu de la coordination au sein du groupe. Mais en ce qui concerne la résistance, vous êtes d'accord qu'il y a des gens qui sont résistants. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est que les gens les plus résistants, une fois qu'ils ont changé d'idéologie ou ils ont commencé à acheter le produit, ils vont en être satisfaits à fond. C'est ceux qui vont même promouvoir de leur côté l'idée aux autres. À partir de ça, on a compris qu'il y avait deux types de contagion qui existent, notamment la première qui, je le rappelle, est une explosion en dynamite, donc un lien faible, et ça part dans tous les sens. C'est donc comme ça que se partagent par exemple les mèmes ou les hashtags sur Twitter, c'est à partir de liens faibles. Par contre, pour qu'une innovation voit le jour et qu'on commence à adopter, qu'on commence à acheter quelque chose, là c'est par l'intermédiaire de liens forts. Et on s'en rend tellement pas compte que c'est hyper important de bien en prendre conscience. En bref, si demain vous voulez que quelqu'un adopte votre idée ou adopte un mode de vie, adopte une idéologie, il va falloir que la personne ait des preuves sociales que cette idéologie est bien et qu'elle va fonctionner. Sinon, ça ne pourra jamais fonctionner.